Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler de TikTok qui risque potentiellement de passer payant. On en parle juste après le jingle. C'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette matinale. Donc je vous partage rapidement mon écran pour faire un tour de l'actu. Aujourd'hui on commence avec un article de 01net. 01net qui nous annonce que TikTok pourrait devenir en partie payant. Donc payant mais pas entièrement payant. Mais en tout cas TikTok qui étudie et qui essaye de faire évoluer son modèle économique avec, vous allez le voir, des nouveaux leviers pour les créateurs de contenu qui pourraient gagner plus d'argent, tout simplement. Donc, aux dépens évidemment des utilisateurs qui pour le moment sont habitués à avoir beaucoup de contenu gratuit. On va détailler ça juste après. Ensuite, on va partir sur une thématique éco-conception, qui est une thématique qu'on a encore trop peu abordée, je pense, sur cette chaîne. J'aimerais bien d'ailleurs un jour qu'on fasse soit une interview ou un format un peu, voilà, une soirée dédiée un peu à ça. Je pense que ça peut être cool. J'essaye d'étudier d'ailleurs la possibilité de faire venir des experts du sujet. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui est assez important. Et donc, la mise en place d'un nouveau... je dirais d'un nouvel indicateur. Donc il y a un collectif qui s'appelle API Thinking, on verra ça ensemble. C'est vraiment des gros acteurs du marché avec des grands groupes assez puissants qui ont formé ce collectif et qui vise en fait à donner des bonnes pratiques autour de la mise en place des API pour avoir le moins d'impact carbone possible. Donc on détaillera ça juste après. Ça c'est un article complémentaire sur le sujet. Et ensuite on enchaîne avec 20 minutes et une question sur laquelle voilà, on s'interrogera peut-être. Donc 20 minutes, on n'a pas trop l'habitude d'aller sur ce média là, mais ils ont posé une question intéressante. Ils ont parlé des réseaux sociaux et de savoir si est-ce qu'en exposant leurs enfants, les parents influenceurs vont trop loin. Donc ça, je pense que ça va être un dossier assez intéressant. Donc plus sur la thématique social média pour le coup, de savoir est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en plein dans une... Enfin, si vous suivez la chaîne Déclic évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que... on en a pas mal parlé. Il y a actuellement le législateur, donc l'État, qui essaye de légiférer justement pour encadrer un peu plus les influenceurs. Et je pense que ça peut potentiellement faire partie de la réforme. Et je ne sais pas s'ils ont travaillé dessus. J'ai pas encore trop vu de passer d'articles là-dessus, mais c'est une question qu'on se posera. Ensuite, on enchaînera sur un article de 01net avec une évolution du mode Picture in Picture. Je sais pas si, je pense que vous voyez à peu près, c'est-à-dire que quand vous êtes par exemple sur YouTube, vous êtes sur YouTube ou enfin, plein d'autres applis, il y en a plein qui font ça, c'est notamment sur le téléphone. Vous avez une vidéo qui se lance et vous voulez la conserver en fait en fond, en quelque sorte. Donc vous passez en Picture in Picture. Bob the Bricoleur qui vient de claquer son abonnement, merci beaucoup, il a claqué son Prime, merci à toi. Donc du coup, le mode Picture in Picture, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez vous lisez une vidéo et en fait vous voulez la conserver en fond. Et donc en fait elle apparaît en bas à droite, elle est flottante on va dire, et vous pouvez continuer à faire autre chose. Sauf que jusqu'à présent c'est limité uniquement à de la vidéo, et donc Chrome ouvrirait un petit peu plus son API, et même je crois que c'est une nouvelle API qui serait ouverte pour pouvoir en fait faire ça, mais dans le cadre de HTML de façon globale. Donc on reviendra sur ça ensemble. Et puis ensuite on fera un petit React de React. Voilà, j'ai passé ma blague. Puisque Honeypot, que vous connaissez ou pas, je ne sais pas, qui est une chaîne YouTube, a sorti un documentaire sur React.js qui est hyper bien fichu. Donc on regardera la première minute ensemble, histoire de découvrir ça, et puis on réagira là-dessus. Voilà un peu pour le plan. J'ai plein d'autres petites actus ensuite, mais ça va dépendre un peu du temps. J'ai essayé de prioriser pour faire en sorte que on puisse couvrir d'abord les actus principales. Voilà les amis, j'espère que le programme vous va bien. J'ai que ça de toute façon. Et merci beaucoup à Bob the Bricoleur qui vient de claquer son Twitch Prime. Jeff Bezos te remercie. Voilà. N'hésitez pas à faire comme lui évidemment si vous voulez soutenir la chaîne, à claquer votre Prime, ça vous coûte pas grand chose, de toute façon vous avez déjà payé l'abonnement donc ça vous coûtera pas beaucoup plus cher. Allez les amis, on commence du coup avec le premier article. Juste avant je vais quand même vérifier, ouais c'est bon, j'ai bien mon chat sous les yeux. Hop.
On est parti. Ok, donc on commence, les amis, avec les docus de Honeypot. C'est du miel pour les oreilles. Clairement, Nico, tu vas voir. Et celui-là, je pense qu'il n'y échappe pas. J'ai regardé quelques minutes. Mais c'est étonnant qu'ils n'en aient pas fait sur React avant. Ils avaient fait Vue.js, ils avaient fait pas mal de différents, mais pas sur React. Et du coup, bah, trop cool. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc on regardera ça ensemble tout à l'heure. Allez, on est parti du coup sur le premier article, les amis. Comme d'habitude, je lis l'article, je lis un peu les informations principales. On réagit ensemble, n'hésitez pas, vous pouvez poser du coup vos questions et réagir dans le chat. Et puis c'est tout l'intérêt de Twitch, c'est qu'on traite l'actu ensemble. C'est pas uniquement moi qui parle. J'aime bien avoir vos réactions et puis qu'on échange tout simplement. Irlad, hello à toi, qui dit hello, super programme ce matin. J'ai aussi le docu React à regarder dans un onglet. Ben, tu vois, on regardera si tu veux la première minute ensemble, et puis comme ça, après, chacun pourra aller regarder, se faire une idée un peu plus précise, et puis on pourra débriefer là-dessus sur une autre matinale sans problème. Alors, on commence avec un article de 01net. TikTok pourrait devenir en partie payant. De quoi ça s'agit exactement? Alors, je commence à lire l'article. Le modèle économique des réseaux sociaux, principalement basé sur un modèle publicitaire, est-il en train de s'écrouler? Ça, c'est la question de base. TikTok ne semble en tout cas pas vouloir se reposer uniquement sur cette source de revenus. D'après The Information, le réseau social chinois serait en train de préparer une nouvelle option qui permettrait aux créateurs de contenu de voir leur rémunération augmenter. La plateforme pourrait bientôt leur permettre de mettre un paywall sur certaines de leurs vidéos. Donc un paywall, je ne sais pas si vous êtes accoutumés, mais je crois qu'ils en parlent un petit peu plus loin, donc je vais continuer à lire. Jusqu'à maintenant, seuls des services réservés aux adultes comme OnlyFans utilisent ce système de paywall pour verrouiller l'accès à certains contenus. Donc le paywall, grosso modo, c'est vous avez du contenu qui est créé, mais qui n'est accessible que moyennant, voilà, vous devez payer en gros pour avoir accès à ce contenu, tout simplement. L'arrivée potentielle de ce péage numérique sur TikTok serait ainsi une grande première pour un réseau social grand public. C'est là où ça se distingue, c'est que jusqu'à présent, on a déjà vu un système de paywall sur la création de contenu, mais c'était plutôt sur d'autres types de sites, voilà, typiquement les sites de charme, je dirais, par exemple, ou des choses type OnlyFans, effectivement, qui sont en général utilisées un peu à des fins, voilà... grivoise, je sais pas d'autres termes. Et donc du coup, ce serait effectivement quelque chose d'assez novateur et assez différenciant par rapport à d'autres réseaux sociaux qui justement en général se calquent plus sur des modèles de venez, tout est gratuit, et enfin tout est gratuit, en tout cas le contenu est gratuit, et puis je me graisse sur votre dos avec de la publicité. Voilà, ça c'est grosso modo, c'est un peu l'idée, plus toute la data, etc. J'en passe et des meilleurs. Anto qui rougit en live, non, pas du tout. Mais j'essaye de faire passer les messages sans être trop direct. Donc du coup c'est assez novateur et ça pose question puisque d'un côté on se dit, actuellement vous n'êtes peut-être pas sans savoir, mais si vous suivez un petit peu l'actu, il y a beaucoup de géants du numérique, dont des GAFAM, qui sont un peu dans le mal, parce que ce modèle publicitaire commence un peu à soit à s'essouffler, surtout dans des périodes comme la nôtre qui sont un peu des périodes de crise, des périodes un peu critiques, et où les budgets com et publicité font partie des premiers budgets un peu supprimés dans le cadre de grosses entreprises. Si on prend aussi l'exemple de Twitter, qui est très très particulier parce que suite à de nombreuses frasques d'Elon Musk depuis qu'il a acheté ce réseau, pareil, ça a beaucoup déserté, ils ont eu des grosses pertes au niveau des annonceurs. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce modèle de réseau social classique basé uniquement sur du trafic et payé en fait en fonction de ce trafic pour balancer de la pub, peut-être que c'est pas un modèle qui est parfait, peut-être qu'il peut être amélioré ou pas, et donc il y a certaines tentatives comme celle-ci de TikTok d'essayer de trouver des alternatives et de faire en sorte en fait de pouvoir quand même perdurer, puisque ça reste quand même ça reste à la base des business, même si nous c'est réseau social après le boulot en mode détente et tout, en réalité les gens ils sont quand même là pour faire de la moula, on va pas se mentir. Donc la question de la rentabilité économique est hyper primordiale. Après la question est de se dire ok,
Ça risque d'être très disruptif. Est-ce que du coup ils vont pas perdre des utilisateurs à cause de ça ou pas? Est-ce que ça va être un bon pari? Après, bon, je pense que ça va être du premium, hein, donc ça va être, enfin du freemium quoi. C'est-à-dire qu'en gros il y aura vraiment certains contenus qui seront payants, mais une bonne partie resteront en accès libre. Mais voilà, en tout cas, ils bossent sur ce type de modèle. Où est-ce que j'en étais? Du coup, je parle, mais je sais plus où j'en étais. Donc ça on l'avait dit, tac tac tac, grande première pour le 1. Voilà, l'ajout d'un paywall sur certaines vidéos pourrait permettre aux créateurs de contenu d'être mieux rémunérés, notamment sur leurs vidéos à forte valeur ajoutée. A priori, ce péage numérique pourrait être facturé autour d'1$ par vidéo. 1$ par vidéo, ça me paraît pas mal, mais bon, ok. Néanmoins, il semble assez difficile d'imaginer que les utilisateurs de TikTok, abreuvés de contenu gratuit depuis de nombreuses années, soient enclins à mettre la main à la poche pour accéder à des contenus premium. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée globale de l'article. Donc le paragraphe suivant évoque le fait que, voilà, qu'en ce moment, alors que TikTok essaye un petit peu de faire des efforts sur la partie rémunération des créateurs de contenu. C'est une bataille qui est assez globale, j'ai l'impression, en ce moment. On l'a vu notamment avec les shorts TikTok, les shorts YouTube, pardon, qui sont passés, qui désormais peuvent prétendre à de la rémunération. Donc c'est un peu une guéguerre entre tous les créateurs, tous les réseaux type création de contenu, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube par exemple, et qui essaie, on va dire, d'attirer au plus les créateurs de contenu par le mode de rémunération entre autres. Pas que, ils innovent avec plein d'autres, on voit qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sortent en termes de features, en termes de fonctionnalités, mais il y a quand même la nécessité, je dirais, d'essayer d'attirer avec de l'argent, puisque la création de contenu aussi, il y a des gens qui en vivent tout simplement. Nico qui dit Internet n'est pas gratuit, les utilisateurs finaux vont finir par s'en rendre compte et le payer petit à petit. Exactement, comme le dit l'adage, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, c'est ce qu'on dit en règle générale, tout simplement pour dire que en fait, tout ce qui semble accessible et gratuit ne l'est pas véritablement, et que indirectement vous en payez le prix, mais c'est pas forcément pécunier, mais vous payez indirectement. Alors du coup, sur cette partie, effort supplémentaire pour rémunérer les créateurs mécontents. L'éventualité du déploiement d'un système de paywall sur certaines vidéos fait partie d'un plan plus vaste de TikTok, que TikTok compte mettre en place, car le réseau social serait en réalité en train de plancher sur une nouvelle mouture de son fonds pour les créateurs qui pourrait être lancé dès le mois prochain aux États-Unis. La plateforme, qui a déjà injecté plus d'$1 milliard pour son premier fonds destiné aux créateurs, avait visiblement été critiquée par certains créateurs de contenu par la faiblesse des revenus engrangés. Donc en gros, ils ont fait, si j'ai bien compris, ils ont fait une espèce de fonds. Ils ont injecté de l'argent sur un fonds destiné en fait aux créateurs de contenu qui faisaient le plus de... voilà, qui arrivaient à faire du contenu... qui buzz quoi, enfin qui fonctionne quoi, et donc pour les plus efficaces, ils pouvaient toucher un certain pécule, je dirais. Voilà. Nico qui dit c'est le problème d'avoir fait croire aux gens à un mythe d'internet gratuit. Ouais, clairement. Alors un mythe, oui, disons que en fait c'est un modèle économique qui était aussi très disruptif, c'est-à-dire que jusqu'à présent tu avais plus l'habitude de payer directement pour un service, et puis là en fait tout est gratuit, mais en fait tu le payes d'une façon différente quoi. Voilà, donc d'un côté ça permet quand même, enfin malgré tout il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui peuvent accéder à du contenu comme vous le faites là ici par exemple en ce moment même. Vous pouvez vous abreuver de savoir et de contenu de qualité gratuitement. Après, bon, vous payez votre abonnement, etc., etc. Vous mangez des pubs de temps en temps parce que je peux pas faire autrement, même si j'ai désactivé le plus de pubs que j'ai pu. Mais c'est vrai qu'en termes d'argent, en fait, ça reste accessible à tout le monde. Sur ça, on peut pas le remettre en cause. Alors, du coup, bon, pas beaucoup plus à dire là-dessus, mais en tout cas, retenez de cette actu de 01net que, grosso modo, ça bouge au niveau des réseaux sociaux. Il y a des gens qui tentent des choses, on va dire, au niveau des modèles économiques. Moi, c'est vrai que c'est un truc que je me suis toujours plus ou moins dit, étant donné que ça fait à peu près 3 ans que je fais de la création de contenu.
Je me suis toujours dit, le jour où il y a des gens qui arriveront à faire un modèle suffisamment vertueux pour que les créateurs de contenu puissent être rémunérés à leur juste valeur, que la plateforme s'y retrouve aussi, parce que ouais, c'est quand même des infrastructures, hein. Enfin, je veux dire, gérer autant de trafic, gérer autant de vidéos, j'ai de bandes passantes, machin, voilà, c'est pas donné, quoi, c'est pas gratuit. Donc le jour où tout le monde y trouvera son compte là-dessus, mais surtout en passant par un modèle qui évite la pub et ce genre de trucs, ça sera assez fabuleux. À une époque, à la grande la sacro-sainte période NFT où les gens ont commencé à avoir du NFT partout, il y avait beaucoup d'initiatives là-dessus, de gens qui, j'avais vu passer des initiatives qui visaient en fait à à permettre de créer du NFT. Comment dirais-je, du NFT, les créateurs de contenu pouvaient créer des NFT à destination de leur communauté pour pouvoir être rémunérés. Je sais que j'avais vu aussi une personne qui était un petit peu plus calée que moi sur ces sujets-là et qui me disait que c'est possible. Alors, je ne vous retrouverai pas le terme technique, je m'en souviens pas. Pardon. Mais qu'il était possible justement de créer des espèces de tokens en gros que vous vendez à votre communauté qui croit en vous, et si jamais votre communauté grandit, eux aussi font des profits, etc. Il y a ce type de système. Voilà. Après, ça s'est pas encore trop démocratisé de ce que j'ai vu. Nico, on s'abreuve fort. Mais en vrai, si on passe sur un modèle qui passe sur le payant, il y a de grandes chances qu'on se retrouve sur la même situation que OnlyFans. Ouais, à la base, OnlyFans, c'était pas du coquinou. Certes. D'ailleurs, je sais même pas, à la base, c'était pourquoi OnlyFans exactement? Est-ce que c'était pas justement cette idée de rémunérer les créateurs de contenu, ou je sais pas. Mais bon. En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que en dehors de contenu X, les gens sont prêts à payer pour de la création de contenu, pour du contenu, voilà, sur des sujets qui les intéressent ou autres. Il faut quand même se dire que il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, peut-être une dizaine d'années, ça nous aurait paru aberrant de payer pour des services digitaux. Typiquement, aujourd'hui, je pense que moi, si je regarde mes comptes, je pense qu'en service digital, c'est-à-dire je paye, mais en fait, j'ai un service, quoi. Je sais pas, si vous prenez les plateformes de stream, par exemple Netflix, Amazon Prime, ce genre de choses, il y a combien de trucs où je paye pour purement du digital, des trucs numériques? Ça, c'est quelque chose qui, encore il y a quelques temps, ça n'existait pas, quoi. Et à aujourd'hui, donc le problème, c'est que tout le monde, on s'est vachement habitué à avoir du contenu gratuit, etc. Et en masse, surtout en quantité. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on serait prêt à payer pour avoir quelque chose, une expérience bien meilleure, mais un modèle plus vertueux à destination des créateurs de contenu et des plateformes? Parce que les créateurs de contenu, c'est très très compliqué de vivre de la création de contenu aujourd'hui, quoi. Et d'un côté, je trouve que ça peut-être solutionnerait un problème qui est le souci qu'aujourd'hui, en fait, l'idée c'est tu crées le plus de. Tu prends YouTube par exemple, il faudrait créer je sais pas combien de vidéos qui soient hyper qualitatives, et tu bazardes ça et tu fais de la masse et t'en fais énormément. Et donc, c'est des gros streamers divertissement en fait qui aujourd'hui sont au top du top, parce que on mise même pas sur du contenu de qualité, il faut juste faire de la masse, quoi. C'est un peu ça. Alors des fois il y a quelques perles qui arrivent à percer parce que vraiment ils sont vraiment hors normes. Mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de chaînes de stream de YouTube qui sont ultra intéressantes, mais qui ne perceront jamais de par les algos, et de par le fait que les algos poussent juste à créer du contenu, de la masse, quoi. Donc ça, passer par du contenu payant, peut-être que ça solutionnerait, je sais pas, je pose le souci, quoi. Alors, Irlad qui dit c'est pour rapprocher les stars et leurs fans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je crois qu'il y a un réseau social français, là, il n'y a pas très longtemps, je me souviens plus du nom, qui avait essayé de recréer ce type d'initiative, justement. Avec ce côté, en gros, où tu payes un abonnement et t'es proche de tes fans, etc. etc. Nico, les gens, pour moi, ont du mal à payer pour du contenu autre que Netflix et Prime. Netflix, c'est pareil, hein, c'est en train de bouger. Hein. Netflix, là, il nous en attend une, là, je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. Ça fait quelques temps là, que je vois passer des articles, justement, où ils disent, en gros, que Netflix, au niveau modèle économique, c'est un peu ric-rac, et que ils vont essayer de couper, notamment, on en avait parlé hein, sur la matinale, de couper, en fait, les comptes à distance. C'est-à-dire que si toi et ton cousin, par exemple, vous partagez un compte, mais que vous n'habitez pas au même endroit, là...
Enfin, actuellement, en ce moment même, ils sont en train de mettre en place des systèmes qui vont couper ça. Où ils vont se baser sur ton IP, ton activité, ta géolocalisation, etc. pour voir si en gros t'es bien au même domicile que le détenteur ou la détentrice du compte. Donc c'est pareil, hein. Ça c'est un cheval de Troie pour moi, hein. Au début, Netflix c'est bien mignon. Mais une fois que tu es habitué, ben après tu vas continuer à payer et sans même t'en rendre compte, tu vas dépenser des sommes folles, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on irait payer pour du Netflix et du Prime, qui est de la création de contenu? Certes, c'est des contenus audiovisuels de, voilà, des plus gros budgets. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil pour les créateurs de contenu? C'est la question que je me pose. Voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Ok, on enchaîne. Excusez-moi. On enchaîne du coup avec un article. Article suivant, du coup, aussi très intéressant, sur un site bah, que je n'avais pas encore consulté, mais j'ai vu passer ça dans mes actus. Donc, itsocial.fr. Il faut vraiment que je tousse parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Donc, itsocial.fr qui nous parle de la thématique éco-conception. Et plus particulièrement d'un collectif qui s'appelle API Thinking. Donc on va lire ça rapidement, histoire de rentrer un petit peu dans le sujet, et puis on réagit ensemble. Alors le collectif API Thinking est un regroupement d'entreprises qui comprend dans ses rangs de grands groupes comme clients, comme Airbus, Total Energy, BNP Paribas, L'Oréal et l'URSSAF. Hello, alors je ne sais pas, c'est qui? C'est Sébastien qui vient de s'abonner. Si c'est toi, dis-le-moi. Bonjour, je suis très en retard. Il n'y a pas de souci, première fois dans le chat. Je ne sais pas si c'est toi qui viens de follow parce que j'ai vu. Oui, si c'est toi, c'est bon. Bienvenue à toi en tout cas, merci pour le follow. Donc du coup, à l'ère du tout numérique et des infrastructures applicatives complexes, l'utilisation des API pèse sur la consommation d'énergie des centres de données et des infrastructures d'hébergement des applications comme les serveurs. Donc API, je vous rappelle, j'en ai déjà parlé, mais je peux rappeler. Donc pour application, c'est programmation interface, je crois, un truc comme ça. Bref, en gros, une API, c'est vous avez un site par exemple, imaginons je suis TikTok, ou je suis, prenons notre exemple peut-être, je suis un blog, d'accord, je suis un blog sur lequel je crée des articles, etc. Et je veux donner la possibilité à d'autres utilisateurs d'utiliser mon contenu. Je sais pas, moi je suis Twitter fait ça par exemple. Eh bien je vais ouvrir ce que j'en appelle une API, donc qui va être, on va dire, une espèce de... Allez, je grossis le trait, on va dire, ça va être une partie du site, une espèce de logiciel auquel je vais pouvoir m'interfacer pour pouvoir récupérer de la donnée et faire des trucs avec. Voilà. Donc, par exemple, je suis Twitter, je mets à disposition, alors c'est un mauvais cas puisqu'ils viennent de le couper, mais imaginons, je suis Twitter, j'ouvre une API pour mes utilisateurs et donc il y a des gens peut-être qui vont développer de nouveaux logiciels ou de nouvelles choses basées sur ma donnée, par exemple, je sais pas moi, une interface un peu différente, donc il y aura toujours des tweets mais avec une interface un peu différente, voilà. Donc pour accéder à toutes mes infos, je dois ouvrir en fait mon contenu via ce qu'on appelle une API. Donc à l'ère du tout numérique, bon ça je vous l'ai dit. La consommation provient également des appareils connectés utilisant ces API, smartphones, ordinateurs, portables. De plus, la tendance à l'augmentation de la consommation n'est pas près d'entamer une décrue, bien au contraire, avec l'avènement des objets connectés et des edge computing, le poids de la consommation d'énergie du numérique par rapport aux autres secteurs d'activité est croissant. Donc, en résumé, ce paragraphe, l'idée c'est de dire qu'actuellement, on est très consommateur d'API. Il y a des API sur à peu près tous les services numériques. Et les gens, voilà, vous-même, vous pouvez monter des API. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. De part déjà, pour une question technique déjà, puisqu'il y a beaucoup de sites maintenant qui vont chercher des informations un peu à droite à gauche, qui les agrègent, etc. Voilà, beaucoup de services là-dessus. Et voilà, c'est une tendance qui est vraiment globale et ça n'est pas prêt de diminuer, c'est ce qu'explique l'article, notamment de par... Bon, il parle des objets connectés, mais il y a plein d'autres choses qui consomment au niveau des API. Et ça coûte énormément en termes d'empreinte carbone parce que ça pèse en fait en termes de... Voilà, au niveau des serveurs, les serveurs qui hébergent ces API-là, du coup, derrière, c'est des machines en fait qu'on sollicite en permanence et qui ont besoin de tourner. Alors, je lis, Sébastien, TikTok payant... Certains vont être millionnaires. Je ne sais pas, Sébastien, puisque c'est un peu la question, tu vois, qu'on se pose, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, il est vrai que c'est gratuit, tout le monde consomme, machin, t'as beaucoup de monde. Demain, tu passes en payant, est-ce que ça sera toujours la même règle?
pense que peut-être il y a des gens que ça va léser. Et puis, alors, ça c'est très très personnel, mais moi je me suis toujours interrogé aussi sur TikTok. Est-ce que je trouve ça fabuleux en fait parce que je trouve que très vite alors c'est en train de se calmer, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu au niveau des algos, mais les premiers qui étaient sur TikTok très vite, et ça paraît même très facile d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, etc. Donc quid de savoir est-ce que tout ça c'est des vrais abonnés ou pas, ça j'avoue que c'est une question que je me pose, voilà. Mais c'est très personnel et peut-être que je suis à côté de la plaque, mais en tout cas, à partir du moment où tu passes un service de gratuit à payant, c'est là que véritablement tu vas voir si les gens ont accroché à ton service ou pas. Donc il y en a effectivement qui vont gagner beaucoup d'argent. Je pense que les gros conserveront ça, et puis parce qu'ils ont peut-être des communautés de par ailleurs qui leur sont fidèles. Mais il y en a peut-être aussi qui vont tomber de haut, quoi. Tu vois, ça c'est possible. Ça peut un peu lever le voile sur pas mal de choses. Bref, revenons sur notre article des API. Donc un collectif qui entend peser de tout son poids. Il s'agit d'un collectif. Il s'agit pour le collectif de valoriser les API responsables et d'inciter les producteurs et les utilisateurs d'API, les fintech en particulier, à être plus attentifs aux questions d'éco-conception, d'éco-consommation, d'impact environnementaux et sociétaux de leurs API. Pour cela, l'API GreenScore propose une boîte à outils pour aider les utilisateurs, concepteurs et propriétaires d'API à prendre conscience de l'impact de leur API sur l'environnement. Elle est constituée d'un guide de bonnes pratiques afin d'inciter à la transition écologique de façon concrète, et du tout nouveau label API GreenScore qui atteste de l'éco-conception des API. Et merci beaucoup Henri Merveille, Henri qui vient ce matin et qui s'abonne. Merci beaucoup à toi, bienvenue. Donc le pitch est de dire ok, on voit que les API, empreinte carbone, machin, comment est-ce qu'on peut faire pour agir? Et donc ce collectif, ce qu'il propose en fait, c'est de développer, ils ont développé un label qu'ils appellent API GreenScore, qui se base sur pas mal de critères qu'on verra justement dans l'article à côté, je trouve qu'il est assez complémentaire à cet article-ci, pour essayer d'inciter les créateurs d'API à faire des API beaucoup plus vertueuses, à vraiment essayer de solliciter au moins possible les serveurs, toujours dans cette démarche d'éco-conception. Je ne sais pas si l'éco-conception c'est quelque chose qui vous parle ou pas, mais c'est une tendance très nette, et voilà, aujourd'hui il y a eu une grosse prise de conscience, on va dire, de la part des acteurs du numérique, que le numérique a une empreinte qui est assez importante. Je crois qu'ils le mettent dans l'article. Selon les estimations récentes, le secteur de la technologie, de l'information et de la communication est responsable d'environ 4% des consommations mondiales totales d'électricité en 2019. Voilà. Donc, grosse empreinte. Hello Mine, coucou à toi, bienvenue. Donc, grosse empreinte de la part du secteur de la tech, information et communication. Et donc, l'éco-conception, c'est un ensemble de démarches et de bonnes pratiques qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dessus, des agences qui ne travaillent que sur ces questions-là et qui ne font que des sites éco-conçus, c'est-à-dire des sites où on va essayer de mettre en place de bonnes pratiques dès le design du site, et même au niveau de la création technique, c'est-à-dire au niveau quand vous créez votre site, il y a des fois des façons de faire qui sont beaucoup plus optimisées que d'autres, qui ont un impact sur les développeurs et sur leur façon de développer les sites, mais qui vont en fait beaucoup moins solliciter les serveurs. Voilà, je sais pas moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est par exemple de forcer à avoir des images qui soient vraiment d'une taille, de la taille dont ils vont être affichés, et pas de mettre des images hyper grandes qu'on va diminuer en fait en taille pour qu'elles soient toutes petites. Voilà, c'est un exemple. Donc éco-conception, l'éco-conception, c'est vraiment toute une démarche globale, mais là, cet article se focus plus sur la partie API qui est quelque chose qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Donc l'API GreenScore, sur quoi il se base? Donc plusieurs critères, cycle de vie des API, donc ils mettent plusieurs exemples, je ne vais pas tout lire parce que c'est assez exhaustif. Donc ce GreenScore va étudier le cycle de vie des API, désaffecter une API inutilisée, déployer l'API auprès du consommateur, réduire le nombre de versions d'API, etc. etc. Il y a une partie sur l'échange des données et les données, donc échange avec la plus petite taille suivant la taille de la charge utile de l'API, préférer des jetons opaques au JWT. Bon, je détaille pas parce que c'est vite technique et j'ai pas envie de perdre la plupart des gens. Voilà, optimiser les requêtes pour limiter les informations envoyées, ne collecter que les données requises, ne fournir que les données modifiées, utiliser du cache.
Ensuite, il y a des critères basés sur l'architecture, la façon dont l'API a été faite, avec un certain nombre de bonnes pratiques. Des outils aussi pour la partie KPI, c'est-à-dire arriver à évaluer la consommation d'énergie d'une API, connaître l'impact du langage sur la consommation d'énergie. Une partie sur l'infrastructure également, donc voilà un côté plus hardware. Utiliser aussi peu de fournisseurs de cloud que possible entre consommateurs et back-end. Être proche du centre de données, infrastructure adaptative, etc. etc. Et puis une partie communication aussi, donc voilà, ça va être communiquer avec les gens qui vont utiliser votre API, un guide des ressources, partage de critères d'évaluation, méthodes, etc. etc. Donc hyper intéressant. Cette API Green Score mis en place par le collectif API Thinking et avec des gros noms quand même. Donc la personne qui pilote, c'est un gars de chez Groupe Rocher. Ensuite, on a du L'Oréal, du BPCE, Combo, SNCF, Enedis, EDF, AXA et API Thinking. Donc voilà, des acteurs majeurs quand même du marché qui veulent essayer d'agir un peu et de mettre en place un certain nombre de normes. Et on peut imaginer que ces enjeux d'éco-conception pourront devenir à la très prochaine, bientôt des normes légales. On le voit de plus en plus, l'État légifère beaucoup là-dessus. Essaye de donner un cadre un peu plus, parce que jusqu'à présent Internet c'est le Far West quoi, clairement, et donc je pense que ça peut être aujourd'hui des critères d'évaluation. Je sais pas après comment est-ce qu'ils contrôleraient ça, mais je pense que du jour où techniquement ils arrivent à contrôler que chaque site est bien exactement comme ils l'ont fait avec le RGPD, que chaque site en fait a un impact faible carbone, ça deviendra une loi quoi. Alors, Nico qui met concernant l'éco-conception, le podcast IFTTD avait fait un super épisode là-dessus, épisode 190. Alors, tu ne crois pas si bien dire, puisqu'il s'avère, alors ça je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est un peu hors cadre, mais je devrais en théorie, j'ai été contacté justement par IFTTD, donc Bruno, et je devrais normalement apparaître dans l'un des épisodes très prochainement. Alors très prochainement, c'est pas pour de suite parce qu'il faut que je me rende directement à Paris en fait. Mais alors ça serait pour un cadre un peu différent puisque comme vous le savez, à côté de Déclic, moi j'ai une chaîne perso qui s'appelle Anto Parle Web sur laquelle je parle de web créatif et donc ça serait plutôt un épisode là-dessus. Donc je connais très bien IFTTD et je risque du coup d'y passer bientôt. Voilà, donc tu m'as dit c'était quel épisode 190 qui était intéressant là-dessus. Voyons voir. Sur la deuxième page. Rendre un projet vert en changeant plus que la couleur. Ok, l'éco-conception, Green IT. Ouais, Green IT, je pense que ça fait partie des grosses refs. greenIT.fr. Un collectif, je crois, justement, qui est basé là-dessus. Ok, très cool. Très cool. Je me le note en tout cas. Merci d'avoir partagé ça. Et puis voilà, si jamais effectivement ça se fait, IFTTD, normalement ça doit se faire. Mais je te partagerai l'épisode bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les amis, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Est-ce que vous êtes sensibilisés déjà aux enjeux éco-conception? Il y a eu de plus en plus et de plus en plus de gens en fait qui ont été sensibilisés à ça et qui font aujourd'hui attention par rapport à la façon dont ils conçoivent les sites. Est-ce que oui ou non? Allez, je vous propose qu'on fasse un petit sondage parce qu'on n'en fait jamais. Je vais créer un petit sondage. Est-ce que... Alors la question ça serait... Bon, tout simplement, êtes-vous sensibilisé à l'éco-conception de vos sites web? Donc l'idée c'est de dire, alors je dirais oui, beaucoup, oui, beaucoup. Ensuite, j'y pense ou pas du tout. Voilà, je vais mettre un vote, ça va durer 2 minutes. Et c'est parti. Vous pouvez répondre du coup à ce sondage. Normalement, c'est au niveau du chat. Au-dessus, vous avez une petite pop-in qui apparaît. Et donc, allez-y, répondez. L'idée, c'est de dire que vous soyez développeur, designer, chef de projet, peu importe. Est-ce que dans vos projets, en fait, dans ce sur quoi vous travaillez, est-ce qu'il y a cette notion d'éco-conception qui est faite et qui, du coup, est présente, en fait, et fait partie de vos critères, qui peuvent être des critères des contraintes, entre guillemets. Ou
ou est-ce que pas du tout, vous n'utilisez pas du tout cette notion-là, c'est quelque chose qui vous est complètement étranger, ou est-ce que ben, voilà, vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous essayez quand même d'optimiser au maximum vos ressources et de faire en sorte qu'il n'y ait pas, trop d'impact, mais à la fois vous n'en faites pas non plus une contrainte. Dites-moi du coup, n'hésitez pas à voter. Moi je vais voter aussi de mon côté. Et puis on regardera le sondage à la fin une fois que tout ça c'est terminé. Je crois que j'ai mis combien? J'ai mis 2 minutes. Voilà, donc il vous reste 1 minute. Je vais attendre à la fin des résultats. Au moment, ça a l'air d'être le j'y pense qui se dégage, c'est-à-dire je me brouille pas trop. Mais ok, let's go. Hein. Ouais, une majorité de j'y pense, j'ai l'impression. Donc l'éco-conception, après vous trouverez pas mal de ressources en ligne. Hein. Il y a un site Green IT qui est assez intéressant, ce qu'on disait, qui traite de ce sujet-là. Vraiment, ils essayent de... je partage vite fait mon écran, mais... donc greenIT.fr, je crois que c'est un genre de collectif d'experts un peu sur ces sujets-là, qui rédigent notamment des ouvrages. Hein. Il y a celui-ci qui est assez connu, qui s'appelle alors là c'est 115 bonnes pratiques, mais je sais pas si maintenant il n'y en a pas plus que 115, et qui permet, voilà, donc Frédéric Bordage qui est vraiment une référence du milieu, et qui donne en fait toutes les clés, on va dire, pour essayer de déco-concevoir ces sites et d'avoir des bonnes pratiques là-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez renseigner un peu plus sur ce sujet, c'est quelque chose qui, je pense, deviendra à l'avenir quelque chose d'assez important. Et donc on a le j'y pense qui est à 63%, donc majoritairement. Et ensuite on a plutôt du pas du tout et pas trop de beaucoup. Donc j'espère que la tendance évoluera. En tout cas ça serait quand même une bonne chose. Et puis si jamais ça devient légal, je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Il y a aussi les bonnes... Ah, EcoIndex. Alors JP nous partage le site EcoIndex qui peut être intéressant. Alors EcoIndex, tac, je partage ça. Alors là qui pour le coup est... Ouais, c'est eux qui l'ont sorti justement, effectivement, et ils l'ont mis à jour il y a quelques temps, je crois, qui vise en fait à regarder un peu l'empreinte carbone de votre site, et puis à juger un peu de est-ce que oui ou non vous avez un faible impact. Et les bonnes pratiques WordPress, ok, donc si je tape bonnes pratiques WordPress, je sais pas si est-ce que c'est une doc ou un truc comme ça, parce que celui-ci j'avoue que je ne connais pas. À la limite partage-le nous dans le chat si jamais tu as quelque chose. Alors on enchaîne les amis, du coup. En tout cas voilà, moi je voulais souligner cette initiative API Green Score, qui est plutôt intéressante et qui du coup pourrait apparaître prochainement dans le paysage dev et tech. On enchaîne les amis du coup rapidement parce que je vois que l'heure passe vite, avec un article de 20 minutes. Donc on va changer un peu de thématique et passer sur la thématique social media, on va revenir là-dessus, avec une question: est-ce que en exposant leurs enfants, les parents influenceurs vont trop loin? Donc dossier assez... merci JP du coup qui a partagé effectivement les bonnes pratiques, les best practices WordPress dans le chat. Est-ce que du coup on s'interroge sur les parents influenceurs qui vont filmer le quotidien de leurs enfants? Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement l'État est en train de mettre en place tout un tas de normes qui vont encadrer les influenceurs. Il y a eu je crois que c'est Bruno Le Maire qui avait lancé un peu cette initiative-là, qui a appelé aussi à un genre de référendum, une discussion un peu collective. Donc il y avait possibilité de voter en ligne, etc., pour mettre en place tout un tas de normes et encadrer un peu plus les influenceurs. Donc aussi bien sur la partie... cadre légal, donc comment est-ce qu'ils peuvent avoir droit à des des contrats particuliers, ce genre de choses. Il y a aussi la notion de comment, tout ce qui est placement publicitaire. Est-ce que oui ou non il faut essayer de contraindre un peu plus cette partie-ci? Par exemple la pratique du dropshipping, est-ce qu'on doit l'interdire ou pas, l'encadrer? Donc le dropshipping, c'est le fait de créer un site et en fait vous faites venir des produits qui viennent généralement d'Asie, qui sont de faible qualité, vous vendez ça à je sais pas combien, c'est quelque chose d'un peu fallacieux, je dirais. Donc le dropshipping, le fait de faire des placements aussi et de l'afficher de façon claire, puisqu'il y a des gens qui des fois font des placements sans même déclarer qu'en fait ils sont payés pour ça. Donc voilà, beaucoup de normes qui doivent apparaître par rapport à ça. L'État va essayer d'encadrer un petit peu tout ça. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quid des parents aussi qui utilisent et exposent leurs enfants à des fins justement de business, hein, puisque ça reste de l'argent quand même qu'ils gagnent. Donc c'est un petit peu le sujet de cet article de 20 minutes. Alors je regarde que mon sondage
Hop, ça c'est bon, je ferme, voilà. Alors je commence à lire, donc l'ouverture des cadeaux de Noël, une après-midi pâtisserie, les premiers mètres à vélo ou une chorégraphie difficilement exécutée, ce sont des images banales d'un bonheur familial, comme en font toutes les familles, sauf que leurs photos à eux ne sont pas uniquement destinées aux grands-parents, mais à leurs milliers de followers. Eux, ce sont les parents influenceurs, ces familles 2.0 qui documentent leur quotidien. Et celui de leur progéniture sur les réseaux sociaux. Hello Paulette55 qui nous rejoint, bienvenue à toi, content de t'accueillir, n'hésite pas à t'installer, à nous dire qui tu es, d'où tu viens, etc. etc. Donc je continue sur cet article, je vais changer un peu ma playlist de musique parce que j'en ai marre de l'entendre. Hop. Voilà. Donc c'est notamment le cas de la famille Coste. Depuis 8 ans, les parents Audrey et Sébastien partagent leur vie et celle de leurs 3 enfants avec qui ils vivent à l'autre bout du monde. Résultat, 251 000 abonnés sur YouTube et près de 113 000 sur Instagram. Après, bon, ils nous exposent d'autres cas, bon, je passe là-dessus. Certains enfants, eux, ont déjà leur propre compte avant même de savoir parler. Voilà, qui peuvent poser, chose qui peut poser des questions en termes d'éthique. Est-ce que ça paraît très logique d'avoir ça ? Et donc ensuite on nous dit, selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, 1,1% des Français, des parents français d'enfants de moins de 16 ans sont influenceurs aujourd'hui et tirent avantage de ces publications. Et si ça marche, c'est bien que tous les parents peuvent s'y identifier. Alors il y a une citation qui dit « Ça part d'une démarche assez naturelle de vouloir partager ce que tous les parents vivent pour ne pas se sentir seuls. Et ça fonctionne puisque les parents qui les suivent se retrouvent en eux », explique Guillaume Bénèche, je pense que ça se dit, fondateur d'Audace, une agence spécialisée sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas l'unique raison. Les réseaux sociaux jouent également une sorte de Doctissimo 2.0, c'est devenu une source d'information, ajoute le spécialiste. Il y a quelque chose de très rassurant, les parents montrent leur quotidien de façon naturelle, ils répondent à des questions que tout le monde se pose, forcément on se sent proche d'eux, ça libère la parole, on peut se permettre de leur poser des questions. Il y a une relation communautaire très poussée. Fin de citation. Une communauté du soutien des réponses, mais aussi de l'argent. Et c'est là un peu que le bas blesse, entre autres. C'est que parfois il peut y avoir beaucoup d'argent. Selon cette même étude, 47% des parents influenceurs déclarent que cette activité est devenue leur seule source de revenus, notamment via les partenariats conclus avec des marques. Certaines familles en ont fait un vrai business quand on sait qu'un partenariat avec un compte qui fait 500 000 abonnés sur Instagram, c'est entre 1500 et 5000 euros en moyenne en fonction des marques. Bon, ça, je pense qu'il faut faire modulo un peu les cas parce que des fois, les prix, c'est très très variable. Mais en tout cas, on peut gagner pas mal de fric, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Mais évidemment, il y a quand même un hic, et même plusieurs, à commencer par le consentement des enfants. Là, c'est pareil, hyper important. Plus de la moitié des parents influenceurs, donc ils mettent 56%, avouent ne pas avoir obtenu de consentement avant de publier des moments d'intimité. Ça soulève beaucoup de questions sur le consentement des enfants. Certains parents sont dans une logique très commerciale et ça pose un problème d'instrumentalisation. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc qui est au cœur du problème. Je sais pas vous si vous avez un avis là-dessus, mais l'idée il est de dire ok, dans le cadre effectivement alors peut-être de cette réforme justement qui est en train de passer, de tout ce qui est en train d'être voté, est-ce qu'on n'irait pas un peu limiter ça ? Parce que grosso modo, il y a quand même des gens qui vont baser déjà toute leur vie sur ce truc, qui arrêtent de travailler, qui vont complètement focus leur source de revenus sur ça, ce qui amène à penser surtout que y a beaucoup de concurrence de plus en plus, vu que c'est en fait ouvert à tout le monde, ça peut pousser à des grosses dérives, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Ça peut pousser à des grosses dérives et il faut quand même penser que c'est des enfants qui sont quand même instrumentalisés, donc c'est quand même pas rien, c'est un sujet qui est hyper sensible. Si les tout petits sont incapables de donner leur avis en grandissant, ils regrettent parfois cette surexposition. Pour ceux qui ont 5 ans aujourd'hui, ça peut être compliqué plus tard, à l'école, à l'adolescence et même dans leur vie future. Un jeune qui voit des photos de lui sur Google quand il était petit sur le pot, forcément ça peut poser problème, mais en garde le spécialiste. Voilà. Donc ça c'est une question ouverte. Est-ce que vous, oui ou non, vous encadrez, est-ce que vous voudrez encadrer, en gros, ce type d'activité? Est-ce que ça vous paraît logique aujourd'hui que des influenceurs et influenceuses, type influenceurs, famille, parents, etc., exposent comme ça leurs enfants parce que, premièrement, ce que j'expliquais, ça peut mener à des dérives du fait de la concurrence. On sait très bien que c'est à qui va faire le plus de buzz, à qui va faire le plus parler. Et donc,
potentiellement amener sur des choses vraiment pas éthiques du tout. On a tendance aussi à vite se déconnecter quand on est dans cette logique comme ça de la course aux chiffres et à oublier que il y a quand même des êtres humains derrière tout ça. Et puis la notion d'argent aussi, beaucoup d'argent qui se brasse sur le dos d'enfants et des enfants qui pourront psychologiquement être marqués plus tard, peut-être, qui pourront en fait, ça peut être lourd de conséquences parce que quand ils iront à l'école, quand ils vont devenir adolescents ou plus tard, quand vous recherchez un travail, ça peut avoir un impact. Et comme on le dit à chaque fois, ce qui est sur Internet, généralement, c'est gravé dans le marbre. Hello Elia, coucou à toi, Elia Dream, hello. Oui, il faut encadrer et beaucoup de photos de ces enfants se retrouvent sur le Darknet. Alors là, on arrive vraiment sur la face sombre de ce débat, c'est-à-dire effectivement que potentiellement, comme l'explique Elia, donc le Darknet, sans aller trop dans le détail, c'est grosso modo, c'est une partie du web, on va dire, qui n'est pas accessible pour tout le monde. En fait, il faut passer, quand vous allez sur le Darknet, c'est que vous y allez volontairement. C'est-à-dire que c'est une partie du web qui n'est pas accessible de base, il faut utiliser un certain nombre d'outils. Et généralement, vous passez entre guillemets anonyme quand vous êtes sur le Darknet et vous avez beaucoup de contenu très, je dirais, illicite, tout simplement. Voilà. Donc, et puis également de la vente de produits illicites, ce genre de choses. Donc, c'est ce que soulève également Elia, c'est que potentiellement, il y a des gens, ce type de photos, des fois, qui peuvent atterrir dans des endroits très très malveillants. C'est ultra problématique, voilà. Alors, justement, moi, je pense qu'effectivement, dans le cadre de toutes ces réformes, parce que c'est bien, effectivement, c'est important, le côté placement publicitaire, essayer d'encadrer, de faire en sorte que, mais moi, je trouve que ça, c'est un point beaucoup plus critique, en fait. Et à aujourd'hui, il y a quand même des gens, vous atterrissez des fois sur des comptes, alors on parle d'enfants, mais c'est pas que des enfants, des fois, ça peut être des personnes aussi en situation un peu de faiblesse ou ce genre de choses, qui trouvent, en fait, je sais pas, quelque chose qui compensent, on va dire, avec leur communauté, en créant du contenu, etc. Mais c'est fictif, quoi. C'est ce qu'il faut se rendre compte, quoi. Il faut avoir vachement de hauteur quand vous créez du contenu. Vous avez potentiellement des gens qui vont vous dire des méchancetés, ce genre de choses. Quand bien même vous essayez de faire du mieux que vous puissiez. Voilà, il y a quand même souvent des dérives et donc ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'est très bien que tout ça soit un petit peu plus encadré. Moi, je trouve que la problématique des enfants est quand même centrale. Et à aujourd'hui, je trouve ça effectivement très très problématique, même si c'est cool en soi, parce que voilà, je veux dire, si ça marche pour certains enfants et qui kiffent ce qu'ils font et que voilà et que tout est encadré, que c'est fait de façon bienveillante, moi j'y vois pas de souci, mais c'est quand même assez dingue, je trouve, aujourd'hui, de se dire qu'il y a des parents qui vivent quand même totalement au crochet de leurs enfants à travers ce genre de trucs, et je trouve que ça... Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, mais moi, ça me pose vraiment un souci, quoi. Ça me pose un souci d'éthique, enfin, voilà, je sais pas si c'est que moi... Le cas Poupette, JLC Family, Swan et Neo. Alors, dans tout ce que tu as cité, parce que moi, je pense que je suis pas trop la cible, Swan et Neo, je crois qu'une fois, j'étais tombé sur leur YouTube, c'est deux frères, c'est ça, qui font des vidéos. Mais après les autres, je les connais pas, donc malheureusement, je pourrais pas disserter là-dessus. Mais j'imagine que c'est à la base des créateurs de contenu et que c'est parti en vrille. Donc voilà, si tu as déjà des cas, c'est qu'effectivement, il faut quand même se garder en tête, comme je vous l'ai dit, la création de contenu, il faut avoir vachement de hauteur. Et est-ce que quand on est enfant, on arrive à avoir ce genre de choses? Est-ce qu'on est bien protégé? Ouais, je trouve que par rapport à ça, il n'y a pas assez de choses qui sont faites et c'est pas suffisamment encadré parce que clairement, il y a des parents qui vrillent un peu quand il s'agit de gagner du pognon ou d'être reconnu, quoi. Voilà, c'est un peu mon avis. Poupette publie sa journée complète en vidéo avec ses enfants 7 jours sur 7. L'enfer. L'enfer. Moi, même sans parler d'enfants, passer ta vie à exposer ta vie, c'est d'une tristesse, je trouve. C'est... Bon bref, après c'est très personnel, c'est vraiment mon ressenti à moi, mais je trouve que la création de contenu peut être quelque chose de fabuleux, mais comme tout système, il faut être modéré et essayer de faire ça de façon bienveillante et le faire avec parcimonie, quoi, voilà. Je pense pas qu'elle soit heureuse derrière, malheureusement c'est ça. Mais encore une fois, c'est la course aux chiffres, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure quand on disait TikTok qui pouvait passer payant. Est-ce que justement aujourd'hui la gratuité a pas atteint ses limites, quoi, et on arrive un peu sur des cas un peu edge, quoi, un peu border, quoi, et où on se rend compte qu'il y a de la dérive dans tous les sens.
Est-ce que le fait de payer pourra régler ce type de problématique? Je sais pas, mais franchement, ça devient une course effrénée, ça devient quelque chose de beaucoup trop... enfin, qui prend trop la place sur la vie des gens, quoi. Voilà, ça je trouve. Voilà, alors, bon, écoutez, moi, c'était un truc sur lequel je voulais échanger. On va enchaîner rapidement pour essayer de pas trop dépasser le temps. L'article suivant, du coup, c'est un article de 01net qui porte donc sur Chrome. Là, on va vraiment changer complètement du tout au tout. Et donc 01net qui parle de Chrome et d'une évolution à venir sur le mode Picture in Picture. Donc ça, c'est quelque chose que vous utilisez peut-être déjà au quotidien, je ne sais pas. Donc le Picture in Picture, c'est... vas-y, on va essayer de prendre un exemple. Je vais par exemple sur YouTube. Je vais aller sur la chaîne Déclic. Fabuleuse chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et je vais cliquer sur une vidéo, celle-ci par exemple. Et voilà, moi je l'ai par défaut. Donc effectivement, il y a un affichage ici en bas à droite. Alors si je vous montre ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop, il y a un affichage non plus. On va faire comme ça, sinon plein écran. Voilà. Vous avez un affichage ici en bas à droite et la vidéo peut continuer à se jouer. Et moi, je peux continuer à me balader. J'ai toujours la musique en fond, etc. etc. Donc ça, c'est le mode Picture in Picture. Sauf que jusqu'à présent, ce mode-ci était réservé exclusivement à de la vidéo. Et donc, dans les prochaines mises à jour de Chrome, il y aurait peut-être la possibilité, il y aurait une nouvelle API qui apparaîtrait et qui permettrait aux développeurs d'exploiter ce mode Picture in Picture, mais pour du contenu plus riche, du contenu HTML ou autre. Donc je lis vite fait l'article. Les développeurs de Google Chrome sont en train de préparer une profonde modification du fonctionnement du mode Picture in Picture. La dernière bêta de Chrome 111 sur laquelle ils planchent actuellement lève le voile sur ce que l'affichage en mode image dans l'image, ouais, c'est la traduction, pourrait devenir au cours des prochains mois. Encore largement sous-cotée, cette fonction pourrait très prochainement s'émanciper de la vidéo pour afficher n'importe quel contenu web. Pour mettre cette nouvelle fonctionnalité sur pied, Google propose aux développeurs de tester sa nouvelle API nommée Document Picture in Picture. Celle-ci viendrait donc compléter l'API actuelle qui ne permettait jusqu'à maintenant que d'afficher de la vidéo. Et donc grâce à cette nouvelle API, on pourrait mettre du contenu HTML, comme par exemple, on pourrait faire un lecteur personnalisé, on pourrait faire des boutons like, dislike, une liste de lecture, etc. etc. D'autres exemples d'utilisation sont cités par Google, comme la visioconférence par exemple. Avec cette nouvelle API, il sera par exemple possible de détacher la vidéo dans un mini lecteur. Vous pourrez y visualiser les vidéos de vos collègues dans une grille ou gérer l'activation de votre micro tout en continuant de naviguer ailleurs sur le web. Donc si on prend par exemple, je ne sais pas si vous utilisez des outils de visioconférence, mais si vous avez un outil comme, je sais pas moi, Geyser, Skype ou ce genre de choses, qui tournerait potentiellement donc sur dans un onglet ou ce genre de choses, jusqu'à présent, ce qu'il y a de pénible, c'est qu'en gros, quand vous êtes en visio, soit vous affichez en fait vos collègues, soit en fait vous surfez. C'est pas possible de faire les deux. Et donc là, typiquement, si jamais effectivement on a l'ouverture de cette, je dis très souvent effectivement, je suis désolé, si on a l'ouverture de cette nouvelle API, on aurait la possibilité notamment de faire de la visio. Et donc d'afficher par exemple vos collègues en bas à droite, vous continuez à avoir votre visioconférence, mais vous pouvez continuer à surfer dans d'autres onglets et à continuer à entendre ce qui se passe pendant la réunion. Là où aujourd'hui, alors moi personnellement, comme j'ai deux écrans, je mets mes collègues d'un côté et puis ce que je recherche de l'autre. Donc voilà, ça ouvre beaucoup de possibilités, dont la visio, mais pas que. Sur le blog dédié aux développeurs, Google en a profité pour dévoiler que l'application web Tomodoro tire déjà pleinement parti de ce système et peut déjà afficher du contenu autre que de la vidéo dans une fenêtre déportée. Partant de ce constat, il est ainsi très facile d'imaginer les utilisations possibles qui pourraient être faites avec l'API. Les plateformes de musique de streaming, par exemple, pourraient utiliser ça pour faire un mini lecteur déporté. Donc voilà, ça c'est l'application dont il parle, Tomodoro, qui l'exploite pour faire, alors je sais pas si c'est un timer ou un truc comme ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà. Cette fonctionnalité vient tout juste d'être déployée dans les fonctions expérimentales de la bêta Chrome 111 et sera testée jusqu'à la version 115. Même si pour l'heure, le nombre de sites web tirant parti de cette fonction est encore limité, vous pouvez tester la fonctionnalité en activant le flag. Donc Document Picture in Picture API, il y a un flag puisque en fait quand vous utilisez un navigateur type Chrome, enfin un Chromium quoi, vous pouvez activer ce qu'ils appellent des flags, donc des petites options qui par défaut sont désactivées. Voilà. Voilà un petit peu pour cet article, très prometteur du coup, le Picture in Picture. Hello Erk
500 FPS. Merci beaucoup de t'abonner. Bienvenue à toi. Donc le mode Picture in Picture hyper intéressant qui pourra évoluer et je pense que du coup ça veut dire qu'on verra apparaître plein de choses parce qu'à partir du moment où on peut mettre du HTML, tout est imaginable. Je suppose qu'on pourra faire des appels vers des API externes ou ce genre de choses. Donc voilà, une version beaucoup plus soft et beaucoup plus malléable, volatile on va dire, d'une application web. Voilà, avoir une espèce de miniature quelque part et donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc c'est très cool. Voilà un petit peu, on va... J'avais pas plus de réactions là-dessus, je sais pas s'il y en a qui voulaient réagir, est-ce que vous avez déjà testé ce type d'API, ce type de fonctionnalité, mais voilà, j'avais pas beaucoup plus à dire. Et surtout, j'aimerais qu'on enchaîne du coup sur la dernière chose que je voulais vous partager, qui est fort intéressante. Il s'agit donc d'un documentaire qui a été publié, alors ça fait pas très longtemps, ça fait 4 jours, par Honeypot. Donc Honeypot, c'est une chaîne YouTube. Je sais pas si Honeypot c'est autre chose qu'une chaîne YouTube. Est-ce que de base c'est... attendez que je regarde. Tac. Est-ce que c'est un collectif ou quoi? Nous produisons des documentaires qui explorent la culture tech, les technologies. Ouais, bon, en gros, voilà, c'est vraiment... Non, c'est une chaîne dédiée. Et donc, en fait, ils font des documentaires, effectivement, sur de la tech. Ils ont fait pas mal de... Alors, je crois qu'il y a une playlist, si je me trompe pas. Tac, voilà. Ils ont déjà fait pas mal de documentaires donc sur des technologies Kubernetes, GraphQL, Vue.js, Ember.js, Elixir. Voilà, ils ont vraiment déjà fait pas mal de choses à leur actif. Sauf qu'il n'y avait rien encore sur React. Et le documentaire est apparu il y a 4 jours. C'est super cool, c'est bien tourné. C'est vraiment un documentaire un peu, on se croirait sur Netflix. Donc ce que je vous propose rapidement, c'est qu'on écoute ça ensemble. Je vais couper ma musique, hop. Et on découvre ensemble les premiers instants pour que vous ayez un petit peu l'ambiance du truc. Donc globalement, ce reportage va revenir un peu sur la création de React.js, qui est donc un framework très utilisé, très populaire dans la communauté web. Et donc voilà, je vous mets, je sais pas si je vous laisse, alors, je vais vous mettre en plein écran, et puis je vous mettrai les sous-titres en français. Je vous préviens, les sous-titres sont pas très bien traduits, mais bon, s'il y en a qui sont pas à l'aise avec l'anglais, voilà, on regarde 1 minute vraiment, on se dit que voilà, on regarde 1 minute, et juste histoire de react un peu sur ce truc, et de vous donner un aperçu. Nico, leurs docus sont trop quali à chaque fois, c'est incroyable, ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors, je vous propose, on fait ça de suite. Hop, je regarde que j'ai bien mis le son et tout. Alors attendez. Est-ce qu'on a le son d'activer ou pas? Paf, j'ai pas le son. Ok. Je pense qu'il faut que je l'active ici dans l'onglet. Tac. Est-ce que c'est réactiver le son de l'onglet? C'est bon, on entend. Ok, donc je vous mets ça en plein écran. Et puis vous me dites ce que vous en pensez juste après. À tout de suite. The wicked brown fox jumps over the lazy dog. This is React Podcast. I'm Chantastic. Today we're going back, way back to the beginning of React. 10 years in the rearview mirror, it may feel like React was always going to succeed, that a framework by Facebook was too big to fail. But this isn't that kind of story. In fact, there were many times in React's history where it seemed like it wasn't going to succeed at all. So what happened? How did React go in 10 years from looking dead on arrival to becoming the dominant front-end JavaScript framework that it is today? It starts at Facebook in 2011. jQuery and Backbone are dominating front-end JavaScript. But more opinionated tools like Ember, Angular, and Knockout are already on the scene. In the outside world, Gangnam Style has just been uploaded to YouTube. Call Me Maybe is topping the charts. And the freshest meme is the overly attached girlfriend. In internet years, it's basically been an eternity. So, strap in, set yourself away, enable that do not disturb, because this is quite the underdog story. Voilà, donc voilà un peu pour l'aperçu du truc. Voilà, je sais pas si vous connaissiez ou pas du tout. C'est hyper bien tourné, on se croirait vraiment sur un documentaire un peu à la Netflix. Donc voilà, je peux passer à laisser vite fait en son. Peut-être, je sais pas si je peux passer un peu pour qu'on voit certaines parties. Voilà, en gros, ils vont interroger vraiment des gens
des gens qui ont contribué, on va dire, à la création de React et qui ont été voilà, qui ont été présents, on va dire, sur les différentes étapes clés de ce framework. Et ils reviennent un peu sur toute cette histoire. Donc c'est vraiment bien fait. Je pense que honnêtement, de cette qualité-là, je connais rien d'autre de similaire. Donc voilà, vraiment, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous partage le lien, hop, dans le chat. Tic-tac, tic-tac, ici. Hop. Et comme ça, vous pourrez aller découvrir ça. Alors Nico qui met à la base Honeypot, c'est une attaque en cybersécurité. À la base de la chaîne, c'est un job board qui a l'air propre. Ouais, donc effectivement le Honeypot dont fait référence Nico, c'est effectivement en cybersécurité. Alors je suis pas trop calé en cybersécurité, mais si je ne me trompe pas, il me semble que en gros l'idée d'un honeypot, donc d'un pot de miel, c'est que quand vous détectez en fait que potentiellement il va y avoir une attaque sur un serveur ou ce genre de choses, vous créez une espèce de réplique de ce serveur qui en fait est une copie parfaite, donne l'impression à l'attaquant qu'il est sur le vrai serveur, sauf qu'en réalité il est dans une espèce de bulle mis à part dans laquelle il fera rien du tout hormis perdre son temps, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un honeypot, un pot de miel. Puisque voilà, je ne suis pas expert en cybersécurité, mais j'ai regardé Mister Robot comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Et donc effectivement, il parle justement des honeypots à un moment donné. Voilà les amis, écoutez, j'ai fait à peu près le tour de l'actu de ce que je voulais vous partager. J'ai une ou deux actus que je ne détaillerai pas, mais que je peux vous dire en tout cas à titre d'information. En parlant de cybersécurité, donc effectivement il y a Reddit qui a annoncé qu'ils ont subi une attaque par phishing. Donc si jamais vous êtes utilisateur Reddit, n'hésitez pas à aller changer vos mots de passe et activer votre double authentification. En gros ce qui s'est passé, c'est que les attaquants ont fait une espèce de réplique de leur intranet, je crois, de mémoire. Donc voilà, ils ont été victimes d'une attaque. N'hésitez pas du coup à aller changer de tout ça si jamais vous avez des mots de passe, ce genre de choses. On a également Opera, donc on n'a pas parlé de ChatGPT, enfin une actu de ChatGPT, ça a failli nous manquer. On a presque fait une matinale sans en parler. Donc Opera qui s'est positionné sur ChatGPT, qui va l'intégrer du coup avec notamment une fonctionnalité. J'ai pas trop compris le délire en fait. Ils annoncent ça comme si c'était incroyable, mais en gros Opera intégrerait une espèce de petit bouton qui permettrait de résumer une page via ChatGPT. Donc bon, cool comme feature, mais je trouve pas que ça révolutionne non plus le game. Ensuite on a ChatGPT Plus qui est arrivé en France, comme je vous l'ai dit, donc une version plus, une version payante qui était annoncée et qui est enfin disponible en France. Donc si vous voulez tester cette version-là pour avoir un accès privilégié, plus de performance et tout, pas de souci, vous pouvez désormais le faire. Le prix, je crois que de base c'était censé être une vingtaine de dollars, mais avec la TVA en France c'est un petit peu plus cher, c'est 24 dollars par mois. Voilà, donc vous pouvez déjà tester ça. Et pour terminer, on termine sur la fin de Salto. Voilà, on en avait déjà parlé, mais là on est vraiment sur la fin de la fin. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus désormais vous abonner à Salto. Il y a une espèce de message qui est un peu comme un au revoir, là je sais plus où est-ce qu'il l'avait mis, je me l'étais noté. Ouais, c'est ça. Merci à tous les abonnés Salto d'avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming made in France. Donc ils ont bien rappelé en mode voilà, c'était ça qu'on voulait faire. Eh ben, on n'a pas réussi à cause de vous, bravo. Mais ils ont quand même su attirer 800 000 personnes, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, la fin de Salto, c'est fini.